Papa, tu aimes bien la maison au bord du lac que je t'ai offerte il y a 2 ans? M'a demandé ma fille Sarah d'un ton désinvolte, tout en découpant la dinde que j'avais préparée avec tant de soin pour Thanksgiving. J'ai failli m'étouffer avec la bouchée de purée de pommes de terre que j'étais en train de mâcher. Quelle maison? Ai-je réussi à murmurer, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Sarah, je n'ai jamais reçu de maison. Le sourire sur son visage s'est effacé pendant une fraction de seconde, mais il est rapidement réapparu, accompagné d'un rire nerveux. Oh, papa, ne sois pas modeste. La propriété au lac Morrison, tu te souviens? Je t'ai envoyé tous les papiers par la poste pour ton 65e anniversaire. Je m'appelle Charles, j'ai 67 ans et je travaille comme concierge depuis plus de 15 ans. Après le décès de ma femme d'un cancer il y a 3 ans, la vie est devenue une lutte quotidienne pour payer les factures médicales en suspens et garder un toit au-dessus de ma tête. Sarah a bâti un empire technologique à partir de rien. À 32 ans, elle dirige une entreprise de développement d'applications qui vaut des millions. Elle a toujours été ma fille brillante, déterminée, l'enfant qui promettait de prendre soin de son papa quand elle serait grande. Mais ces dernières années, nos contacts se sont limités à de brefs appels téléphoniques au sujet de réunions d'affaires et de voyages internationaux. Sarah, ai-je dit en posant délicatement ma fourchette sur la table, je vis dans le même appartement que depuis toujours. Ce petit studio en centre-ville. Je n'ai jamais reçu de documents pour une nouvelle maison. Son mari, Marcus, un avocat d'affaires qui m'avait toujours traité avec une indifférence polie, a haussé un sourcil. C'est étrange, Charles. Sarah a mentionné à plusieurs reprises que tu appréciais la tranquillité du lac. Je sentis mon cœur s'accélérer tandis qu'une sensation glaciale envahissait ma poitrine. Au cours des 2 dernières années, j'avais supposé que Sarah était trop occupée par son entreprise en pleine expansion pour se soucier de son père à la retraite. Je comprenais. Le succès exige des sacrifices. Mais maintenant, en regardant son visage perplexe, une possibilité terrible commença à se former dans mon esprit. « Sarah, dis-je lentement, peux-tu me montrer les papiers? Les documents de transfert ?» Elle échangea un rapide coup d'œil avec Marcus, qui semblait soudain très intéressé par son smartphone. « Bien sûr, papa. Ils sont tous dans mon bureau à la maison. Je peux les chercher demain si tu veux les relire. » Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une hésitation presque imperceptible, qui m'a donné la nausée. Pendant des années, j'avais été fier de l'indépendance de ma fille, même si cela signifiait que nous passions des mois sans nous voir. J'avais rationalisé son absence comme le prix naturel du succès. À présent, alors que je la regardais éviter mon regard, une question dévastatrice résonnait dans mon esprit. Sarah pensait-elle vraiment qu'elle prenait soin de moi, ou y avait-il quelque chose de bien plus sinistre qui se tramait? Le dîner de Thanksgiving que j'avais préparé avec tant d'amour, même si j'avais dû économiser sur chaque ingrédient, avait soudainement un goût de cendre. Si vous vous demandez comment cette histoire va se terminer, tout comme moi à ce moment-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir toute la vérité. Car ce que j'ai découvert après cette conversation innocente allait changer tout ce que je pensais savoir sur ma propre fille. Et lorsque la vérité a finalement été révélée, aucun de nous ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures comme d'habitude, même si c'était un jour férié. Mon corps ne faisait plus la différence entre les jours ouvrables et les jours fériés après des décennies passées à travailler dans le nettoyage. Mais cette fois-ci, au lieu de me préparer pour aller travailler, je me suis assise dans mon fauteuil usé avec une tasse de café bon marché et j'ai repensé à la conversation de la veille. Sarah a toujours été une enfant brillante, mais aussi calculatrice. À 8 ans, elle savait déjà exactement quoi dire pour obtenir ce qu'elle voulait. « Papa, si tu m'achètes ce livre, je te promets que je serai la meilleure élève de l'école. » Et elle tenait parole. Elle tenait toujours parole. Quand elle a obtenu son diplôme en informatique à 22 ans, j'étais au premier rang de la cérémonie, vêtu de mon seul costume correct. Elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Maintenant, je vais prendre soin de toi pour toujours, papa. » Mais ces dernières années, surtout après le décès de ma femme Linda, Sarah semblait être une étrangère polie qui appelait une fois par mois pour vérifier que j'étais encore en vie. « Comment ça va au travail, papa ?» demandait-elle, mais j'avais toujours l'impression qu'elle faisait plusieurs choses à la fois, qu'elle répondait à des emails pendant qu'elle me parlait. Je rationalisais sa distance. Le succès exige des sacrifices. Une entreprise multimillionnaire ne se gère pas toute seule. Et j'étais fier de son indépendance, même si cela signifiait que je passais les fêtes seul, à réchauffer un plat surgelé devant des rediffusions à la télévision. Mais maintenant, en repensant à notre conversation, des détails troublants ont commencé à émerger. Quand j'ai mentionné que je devais économiser de l'argent sur les courses pour acheter les ingrédients du dîner, Sarah n'a pas semblé surprise. En fait, elle ne m'a même pas demandé pourquoi j'avais des difficultés financières. Et Marcus. Ce regard qu'il a échangé avec Sarah quand je lui ai posé des questions sur les documents.
Ce n'était pas de la confusion. C'était de la complicité. À 9 heures du matin, j'ai appelé la banque où j'ai un compte depuis 15 ans. « Bonjour, monsieur Charles », m'a répondu Janet, la responsable qui connaissait ma situation financière mieux que je ne l'aurais souhaité. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Janet, je voudrais vérifier s'il y a eu des virements sur mon compte au cours des 2 dernières années. Tout dépôt que j'aurais pu oublier. Il y eut un silence. Laissez-moi vérifier. Non, monsieur. La seule source de dépôt régulier est votre salaire de la société de nettoyage CityClean. Aucun virement externe au cours des 2 dernières années. Mon estomac s'est noué. Vous en êtes sûr? Aucun dépôt de Sarah Harrison ou d'une société liée à elle. Absolument, monsieur Charles. J'aurais moi-même traité tout virement de ce montant. Votre fille n'a jamais envoyé d'argent sur ce compte. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Si Sarah m'avait vraiment envoyé de l'argent pour m'aider à payer mes dépenses, où était passé cet argent? J'ai passé le reste de la matinée à fouiller dans mes papiers, à la recherche de tout courrier que j'aurais pu oublier. Des factures d'hôpital pour la maladie de Linda, des avis de paiement, des relevés bancaires montrant le même schéma déprimant, des entrées minimes, des sorties désespérées pour couvrir les médicaments et les besoins de base. Rien. Absolument rien de Sarah. À l'heure du déjeuner, j'ai pris le bus pour me rendre à la bibliothèque municipale. La bibliothécaire, Madame Morrison, me connaissait bien. Je venais ici le week-end pour utiliser l'ordinateur et économiser sur ma facture Internet. J'ai besoin de faire des recherches sur les transferts de propriété, lui ai-je dit. En 40 minutes devant l'ordinateur, j'ai appris que tous les transferts de propriété dans l'État laissaient des traces publiques. Si Sarah avait vraiment transféré une maison à mon nom, j'aurais trouvé des traces. J'ai recherché mon nom dans toutes les bases de données immobilières du comté. Rien. J'ai recherché des variantes de mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse actuelle. Rien. Non seulement je n'avais jamais reçu de maison, mais personne n'avait jamais tenté de me transférer une maison. La réalité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma fille m'avait menti effrontément sur quelque chose d'aussi important qu'une maison. Mais pourquoi? Dans le bus qui me ramenait chez moi, mon téléphone a sonné. Sarah. Salut, papa. Comment tu te sens aujourd'hui? Je sais que ça a été une journée intense hier, avec toute cette histoire de maison. Sa voix semblait légèrement forcée, comme lorsqu'elle était enfant et qu'elle essayait de cacher quelque chose qu'elle avait cassé. Sarah, ai-je dit prudemment, je suis allé à la banque aujourd'hui. Ils ont confirmé que je n'avais jamais reçu de virement de ta part. Silence. Papa, il y a peut-être eu une erreur dans leur système. Tu sais comme ces choses peuvent être compliquées. Je vais vérifier avec mon comptable et régler ça lundi. Mais j'ai entendu quelque chose dans sa voix que j'ai immédiatement reconnu. C'était le même ton qu'elle utilisait à 16 ans lorsqu'elle rentrait 1 heure après le couvre-feu, avec des excuses élaborées sur le retard du bus. Sarah mentait. Et pour la première fois de ma vie, je me suis demandé quel genre de personne ma fille était vraiment devenue. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, j'ai trouvé une enveloppe sous ma porte. À l'intérieur, il y avait une note dactylographiée. « Monsieur Charles, si vous voulez savoir où va votre argent, retrouvez-moi au Café Luna demain à 14 heures. Asseyez-vous à la table du coin. Venez seul. » Elle n'était pas signée. Ma première réaction a été de la jeter. Cela ressemblait à un mauvais film. Mais pendant que je réchauffais une boîte de soupe pour le dîner, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce mot. Quelqu'un savait quelque chose sur mon argent. De l'argent que je ne savais même pas que je devais recevoir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti autre chose que de la résignation. J'étais curieux. Et j'éprouvais une sorte de colère froide que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Linda. Si ma propre fille me trompait, j'allais découvrir la vérité. Même si cette vérité détruisait la seule famille qui me restait. Le lendemain, je suis arrivé au Café Luna 15 minutes avant 2 heures de l'après-midi. J'ai choisi une table avec vue sur l'entrée, le cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre. À 67 ans, je n'étais pas habitué aux rendez-vous mystérieux ou aux notes anonymes. Ma vie avait toujours été prévisible. Travail, maison, facture, sommeil, et ainsi de suite. Mais maintenant, assis dans ce petit café accueillant, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, l'adrénaline de la découverte. À 2 heures pile, une femme d'une 40aine d'années s'approcha de ma table. Elle était bien habillée, mais sans ostentation, avec des yeux intelligents qui semblaient évaluer tout ce qui l'entourait. « Monsieur Charles ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je suis Rebecca Chen, assistante de direction chez Harrison Tech Solutions. » Mon sang se glaça. Harrison Tech Solutions était l'entreprise de Sarah. « Puis-je m'asseoir ?» demanda-t-elle en tirant déjà ma chaise. « J'ai beaucoup à vous dire. » Rebecca commanda simplement un café noir et alla droit au but.
Monsieur Charles, je travaille pour votre fille depuis 4 ans. Je gère son agenda, ses finances personnelles et de nombreux aspects de sa vie privée. Et je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire depuis longtemps. Elle ouvrit un dossier discret et en sortit quelques documents. Au cours des 2 dernières années, Sarah m'a demandé de transférer 2500 $ par mois sur un compte qu'elle m'a dit être le sien. Mais j'ai récemment découvert que ce compte n'était pas à votre nom, Monsieur Charles. Je sentis le monde tourner autour de moi. 2500 $ par mois, pendant 24 mois. Cela fait 60 000 $ qui auraient dû vous revenir. 60 000 $. J'avais du mal à comprendre ce chiffre. Où est passé cet argent? Parvins-je à demander. Rebecca a hésité. Sur un compte joint que Sarah partage avec Marcus. Ils ont utilisé cet argent pour financer leur train de vie. Des voyages, des restaurants chers, la rénovation de leur maison. Elle a fait glisser une feuille de papier sur la table. Voici les relevés bancaires auxquels j'ai pu accéder. Chaque virement est documenté ici. J'ai regardé les chiffres sur la page, sentant un mélange de trahison et de colère monter en moi. Chaque mois, Sarah avait détourné l'argent qu'elle prétendait m'envoyer, de l'argent qui aurait pu changer complètement ma vie. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé. Rebecca a poussé un profond soupir. Parce que je ne peux plus vivre avec ce mensonge. Et parce que j'ai découvert quelque chose de pire. Elle sortit un autre document du dossier. La maison au bord du lac dont Sarah a parlé, elle existe. Elle a vraiment acheté une propriété de 250 000 $ à Lake Morrison il y a 2 ans. Mon cœur s'emballa. Alors elle n'a pas menti à ce sujet? Elle a menti sur le destinataire du virement. La propriété est à son nom et à celui de Marcus. Elle n'a jamais été à votre nom, Monsieur Charles. Et il loue cette maison 3 000 $ par mois à un couple de retraités. Cette révélation m'a frappé comme un train lancé à toute vitesse. Sarah n'avait pas seulement volé l'argent qui m'était destiné, elle avait utilisé mon nom et ma situation pour justifier des dépenses extravagantes et des investissements lucratifs. Il y a plus, a poursuivi Rebecca, baissant la voix. Sarah a utilisé votre situation financière comme une sorte d'histoire émouvante pour les investisseurs. Elle raconte à ses partenaires potentiels comment elle s'occupe de son père veuf et dans le besoin, comment elle est une fille dévouée qui a fait des sacrifices personnels pour assurer son bien-être. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. Elle utilise ça pour obtenir de la sympathie dans les négociations. Demandai-je, connaissant déjà la réponse. Oui. Sarah a obtenu un prêt commercial de 500 000 $ l'année dernière, en partie parce qu'elle a convaincu la banque qu'elle était une personne d'une moralité irréprochable, en citant les soins qu'elle prodigue à votre père comme preuve. Rebecca sortit d'autres documents. Et il y a des réunions enregistrées où elle mentionne les dépenses croissantes liées à vos soins médicaux comme justification pour des augmentations de salaire et des primes. L'humiliation me brûlait plus que la colère. Ma fille avait transformé ma souffrance en monnaie d'échange, mes difficultés financières en outil de manipulation. Pourquoi risquez-vous votre emploi pour me dire cela? Demandai-je à nouveau. Rebecca a regardé par la fenêtre pendant un moment avant de répondre. Parce que mon père est mort l'année dernière. Il était concierge comme vous, il a travaillé toute sa vie sans jamais rien demander à personne. Quand je vois Sarah parler de vous comme si vous étiez un fardeau, comme si vous étiez un outil marketing. Sa voix s'est brisée. Je ne peux pas me taire. Elle a glissé un dernier document sur la table. Voici le numéro du compte sur lequel votre argent est réellement versé. Et voici l'adresse de la maison au bord du lac qui aurait dû être la vôtre. Je pris les papiers avec des mains tremblantes. Pour la première fois depuis des années, j'avais des informations. J'avais des preuves. J'avais la vérité. Que dois-je faire avec ça? Demandai-je. C'est à vous de décider, Monsieur Charles. Mais si j'étais votre père, j'aimerais qu'il sache qu'il mérite beaucoup mieux. Rebecca se leva pour partir, mais s'arrêta et se retourna. Ah, Monsieur Charles, Sarah m'a donné rendez-vous demain. Elle veut que je prépare des documents rétroactifs qui prouvent les virements vers votre compte. Elle prévoit de fabriquer de fausses preuves pour étayer son mensonge. Après le départ de Rebecca, je suis resté assis seul dans le café pendant plus d'1 heure, à regarder les documents qui changeaient tout. Ma fille n'était pas seulement une menteuse, c'était une fraudeuse systématique qui avait transformé mon amour paternel et ma confiance en outil pour son enrichissement personnel. Mais pour la première fois depuis la mort de Linda, j'ai ressenti autre chose que de la résignation et de la tristesse. J'ai ressenti de la détermination. Sarah pensait que son père âgé était facile à tromper, un homme trop simple pour remettre en question sa fille qui avait réussi. Elle avait misé sur ma loyauté, ma gratitude, mon besoin désespéré de croire que j'avais encore une famille. Elle avait mal calculé son coût. Cet après-midi-là, je me suis rendu à la bibliothèque et j'ai passé 3 heures à faire des recherches sur la fraude financière,
la documentation juridique et les droits des victimes de crimes financiers. Le soir, lorsque Sarah a appelé pour prendre de mes nouvelles, j'ai gardé un ton neutre. « Bonsoir, papa. Comment s'est passée ta journée? Tu t'inquiètes toujours pour cette histoire de maison? En fait, Sarah, je commence à mieux comprendre la situation. Super. Je savais que tu te rendrais compte qu'il s'agissait d'un malentendu. Ces formalités administratives sont parfois compliquées. C'est vrai, ai-je répondu calmement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon fauteuil usé et j'ai regardé les documents éparpillés sur la table basse. Sarah avait sous-estimé 2 choses fondamentales à propos de son père. Premièrement, après avoir travaillé pendant 15 ans comme concierge dans des immeubles de bureaux, j'avais beaucoup appris sur le fonctionnement des entreprises, surtout en observant les réunions à travers les portes ouvertes pendant mes rondes nocturnes. Deuxièmement, un homme qui a travaillé toute sa vie de ses mains, qui a fondé une famille avec persévérance et honnêteté, n'abandonne pas facilement lorsqu'il découvre qu'il a été trahi. Sarah avait déclaré la guerre à ma dignité, à ma confiance et à mon avenir. C'était maintenant à moi de jouer. Et contrairement à elle, je n'aurais pas besoin de mentir pour gagner. Le lundi matin, je me suis réveillé avec plus d'énergie que je n'en avais eu depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de Linda, j'avais un but qui allait au-delà de la simple survie au lendemain. Rebecca m'avait donné plus que des informations, elle m'avait donné du pouvoir. À 7 heures du matin, j'ai appelé mon supérieur chez CityClean et j'ai pris 2 de mes 3 jours de congé maladie restants. Pour la première fois en 15 ans, ce n'était pas moi qui allais nettoyer les bureaux de la ville. Aujourd'hui, c'était moi qui allais mener l'enquête. Ma première destination était le bureau du greffe du comté. Si Sarah possédait vraiment une propriété au lac Morrison, il y aurait des registres publics détaillés. L'employée, une dame sympathique nommée Hélène, m'a aidé à naviguer dans le système de recherche de propriété. Je l'ai trouvée, a-t-elle dit en tournant l'écran vers moi. Une propriété achetée il y a 2 ans par Sarah Michelle Harrison et Marcus David Thompson. Prix d'achat, 250 000 $. Mon estomac s'est retourné. J'avais là la preuve définitive. Ma fille avait utilisé mon nom pour justifier l'achat d'une maison coûteuse, mais n'avait jamais eu l'intention de me la céder. Puis-je imprimer ces informations? Ai-je demandé. Bien sûr, monsieur. Ce sont des registres publics. Pendant que j'attendais les impressions, Hélène a continué à naviguer dans le système. Intéressant, murmura-t-elle. On dirait qu'il loue cette propriété. Il y a un permis de location saisonnière enregistré ici. 3 000 $ par mois. 3 000 $ par mois. Sarah n'avait pas seulement volé l'argent qui m'était destiné, elle gagnait de l'argent supplémentaire en utilisant une propriété achetée avec des fonds détournés. Je me rendis ensuite à la banque où Rebecca m'avait dit que Sarah avait un compte joint. Évidemment, il ne me donnerait aucune information sur son compte, mais je pouvais au moins confirmer l'existence de l'établissement. C'est là que je rencontrai Jérôme, un directeur qui travaillait dans le secteur des prêts commerciaux. Harrison Tech Solutions, dit-il lorsque je mentionnai le nom. Bien sûr, je connais bien ce compte. Votre fille a obtenu un prêt important chez nous l'année dernière. Une histoire très touchante sur la prise en charge de son père âgé. Je rougis d'humiliation, mais gardai une voix neutre. Vraiment? Oui, elle a présenté des documents détaillés sur ses responsabilités familiales. Très impressionnant pour une personne aussi jeune de prendre un tel engagement financier. Jérôme ne savait pas qu'il parlait aux bénéficiaires présumés de cette responsabilité. Pour lui, je n'étais qu'un vieil homme posant des questions anodines. Quel type de documents a-t-elle fourni? Demandai-je. Eh bien, je ne peux pas entrer dans les détails, mais il s'agissait de relevés de virements bancaires mensuels, de documents médicaux, ce genre de choses. Cela démontrait un engagement constant envers sa famille. Des documents médicaux. Sarah avait falsifié des documents sur ma santé pour obtenir un prêt. Je suis sorti de la banque avec un mélange de colère et de détermination. Chaque nouvelle découverte confirmait non seulement l'étendue des crimes de Sarah, mais me donnait aussi plus d'arguments pour la confronter le moment venu. De retour à la bibliothèque, j'ai passé 3 heures à faire des recherches sur la fraude bancaire, la falsification de documents et l'usurpation d'identité. J'ai appris que les sanctions pour ces crimes pouvaient inclure de lourdes amendes et des années de prison. Plus important encore, j'ai découvert que les victimes de fraude financière familiale avaient des droits légaux spécifiques et qu'il était crucial de documenter correctement les crimes pour toute action en justice future. À 2 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. Sarah. Salut, papa. Comment se passe ta journée? J'espère que tu ne t'inquiètes pas trop pour cette histoire avec la maison. Sa voix semblait forcée, mais j'ai détecté une tension sous-jacente. En fait, Sarah, je commence à mieux comprendre la situation. Tant mieux.
Je savais que tu te rendrais compte qu'il s'agissait simplement d'un malentendu administratif. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec mon assistante aujourd'hui pour revoir toute la documentation. Je vais m'assurer que tout soit clarifié comme il se doit. Rebecca m'avait prévenu de cette réunion. Sarah était littéralement en train de planifier de fabriquer de fausses preuves pendant qu'elle me parlait. Ce serait très utile, ai-je répondu calmement. J'ai hâte de voir tous les documents. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant un moment, digérant l'audace absolue de ma fille. Elle ne se contentait pas de maintenir ses mensonges, elle doublait la mise en créant de fausses preuves pour étayer des années de fraude. Si vous suivez cette aventure pleine de découvertes troublantes comme je l'ai fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé la donne. Cet après-midi-là, j'ai décidé de me rendre en personne au lac Morrison. Si Sarah louait ma soi-disant maison, je voulais le voir de mes propres yeux. La propriété était encore plus belle que je ne l'avais imaginé. Une élégante maison de campagne avec une vue panoramique sur le lac, des jardins bien entretenus et un ponton privé. Il y avait une voiture dans l'allée et du mouvement aux fenêtres. Les locataires étaient chez eux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai sonné. Un homme d'une cinquantaine d'années a ouvert la porte, suivi d'une femme du même âge. « Bonjour », ai-je dit en essayant de paraître décontracté. « Je m'appelle Charles. Je suis le père de Sarah Harrison, la propriétaire de cette maison. J'étais dans le coin et j'ai pensé venir jeter un œil à la propriété. » Le visage de l'homme s'est illuminé. « Bien sûr. Enchanté de vous rencontrer enfin. Je m'appelle Robert, et voici ma femme Janet. Sarah nous a beaucoup parlé de vous. Ils m'ont invité à entrer, et tandis que nous parcourions la maison qui devait être la mienne, Robert m'a raconté avec enthousiasme à quel point ils aimaient cet endroit. « Sarah est une propriétaire formidable », a déclaré Janet. Très attentionnée et professionnelle. Elle a mentionné que cette propriété avait une signification particulière pour la famille. « Une signification particulière ?» ai-je demandé. « Oui, elle a dit qu'elle l'avait acheté spécialement pour vous offrir un havre de paix. C'est romantique, n'est-ce pas? Une fille si dévouée. » Robert acquiesça. Elle a expliqué que vous préférez la vie en ville, mais qu'il était important d'avoir cet endroit à disposition lorsque vous souhaitez échapper à l'agitation urbaine. Chaque mot était comme un coup de poing dans le ventre. Sarah avait créé un récit élaboré pour les locataires, se présentant comme la fille dévouée qui avait acheté une propriété de retraite pour son père âgé. Les 3 000 $ par mois que nous payons couvrent à peine l'entretien d'un endroit comme celui-ci, continua Janet. Sarah a dit qu'elle ne se souciait pas du profit, car l'important était de maintenir la propriété en parfait état pour quand vous voudriez l'utiliser. Je passais 1 heure dans la maison, écoutant Robert et Janet faire l'éloge de ma fille, tandis que mon cœur se brisait un peu plus à chaque mot. Quand je suis enfin parti, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, essayant simplement d'assimiler l'ampleur de ce que Sarah avait créé. Elle n'avait pas seulement volé de l'argent et falsifié des documents. Elle avait construit toute une réalité alternative où elle était la fille parfaite qui prenait soin de son père bien-aimé, utilisant cette fiction pour manipuler des locataires, des banques et probablement beaucoup d'autres personnes. Ce soir-là, j'ai méthodiquement classé tous les documents que Rebecca m'avait remis, ainsi que les nouvelles informations que j'avais recueillies pendant la journée. J'avais des preuves des virements détournés, des titres de propriété, des preuves de falsification de documents médicaux et désormais des témoins qui pouvaient confirmer comment Sarah utilisait mon image pour ses manigances. Mais plus importante encore que les preuves, c'était la clarté que j'avais enfin acquise sur qui était vraiment ma fille. Sarah n'était pas une fille qui s'était éloignée parce qu'elle était trop occupée par sa réussite. C'était une criminelle calculatrice qui avait transformé mon amour paternel en outil de profit. Le lendemain matin, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Il était temps que Sarah découvre que son père âgé et confiant n'était pas aussi vulnérable qu'elle le pensait. Et quand elle le découvrirait, il serait trop tard pour elle de faire marche arrière. Le mercredi matin, j'ai appelé Sarah. « Salut, papa. Comment ça va? J'espère que tu ne t'inquiètes plus pour cette histoire avec la maison. En fait, Sarah, j'aimerais te parler en personne aujourd'hui. Que dirais-tu de déjeuner ensemble? » Il y eut un silence presque imperceptible. « Bien sûr, papa. Où aimerais-tu aller? Que dirais-tu du restaurant du lac Morrison? J'ai entendu dire qu'il y avait une vue magnifique. » Le silence à l'autre bout du fil dura plus longtemps que prévu. « Le lac Morrison? Papa, c'est un peu cher et loin. Pourquoi ne pas déjeuner en ville? Ne t'inquiète pas pour l'argent, Sarah. C'est moi qui invite aujourd'hui. » Nous nous sommes retrouvés à 12h30 au restaurant situé à seulement 5 minutes de la propriété qui aurait dû être mienne. Sarah est arrivée avec 15 minutes de retard, l'air nerveuse comme je ne l'avais jamais vue auparavant. « Papa, tu vas bien? Tu sembles différent aujourd'hui. »
J'ai souri calmement. Je vais très bien, ma chérie. En fait, je me sens plus lucide que je ne l'ai été depuis des années. Nous avons commandé notre repas et discuté de choses et d'autres pendant quelques minutes. Sarah semblait se détendre progressivement, pensant qu'elle avait mal interprété mon choix de restaurant. C'est alors que j'ai sorti le dossier que j'avais préparé. Sarah, tu te souviens de la conversation que nous avons eue à Thanksgiving au sujet de la maison que tu m'as offerte? Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Papa, je t'ai déjà expliqué qu'il s'agissait d'une simple erreur administrative. Tu as raison. C'était une erreur. J'ai ouvert le dossier et en ai sorti le premier document. Voici l'acte de propriété du lac Morrison. Acheté par Sarah Michelle Harrison et Marcus David Thompson il y a 2 ans. Elle est devenue livide. Papa, je peux t'expliquer. Ceci, ai-je poursuivi en posant un autre document sur la table, est le registre des loyers de la propriété. 3 000 $ par mois pour Robert et Janet, un couple de retraités très sympathiques qui m'ont raconté des histoires fascinantes sur leur fille dévouée qui avait acheté une maison de retraite pour son père âgé. Sarah ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Et ceci, dis-je d'une voix parfaitement calme, et le relevé bancaire du compte ont été versés les 60 000 $ que tu m'as dit m'avoir envoyés au cours des 2 dernières années. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. Papa, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Alors explique-moi ce que ça veut dire. Je posai sur la table une copie de la demande de prêt qu'elle avait remplie, y compris les faux documents médicaux concernant ma santé. Tu as falsifié des rapports médicaux disant que j'étais atteint de démence précoce et de graves problèmes cardiaques pour obtenir un prêt de 500 000 $ de la banque. Sarah pleurait ouvertement à présent, mais je ne ressentais pas la moindre pitié. Et celui-ci, dis-je en sortant le dernier document du dossier, est le plus intéressant de tous. C'était une lettre officielle du fisc. Tu as déclaré toutes ces dépenses comme frais médicaux pour moi, obtenant ainsi des déductions fiscales substantielles. Techniquement, c'est de la fraude fiscale fédérale. Sarah devint blanche comme un linge. Comment as-tu obtenu tout ça? Ton assistante Rebecca a un père qui est décédé l'année dernière. Il était concierge, comme moi. Elle n'a pas beaucoup apprécié de découvrir comment tu utilisais l'image de son père pauvre et malade pour t'enrichir. Sarah a essayé de se lever, mais je lui ai gentiment fait signe de se rasseoir. Je n'ai pas fini, ma chérie. Tu veux connaître la partie vraiment intéressante? Elle me regardait avec un mélange de terreur et de désespoir. Ce matin, Rebecca a remis toutes ses preuves au FBI. La fraude bancaire, la falsification de documents, la fraude fiscale, ce sont des crimes fédéraux, Sarah. Des crimes graves. Papa, je t'en supplie, implora-t-elle. Nous pouvons régler cela en famille. Je vais tout rendre. Je vais rembourser chaque centime. Avec quel argent? Rebecca m'a également montré les relevés bancaires de ton entreprise. Tu es endetté jusqu'au cou. La maison au bord du lac est hypothéquée. Tes cartes de crédit sont à leur limite et tu dois 3 mois de salaire à tes employés. Sarah se mit à sangloter de manière incontrôlable. Le problème, Sarah, ce n'est pas seulement l'argent que tu as volé. C'est ce que tu m'as volé pendant 2 ans. Tu m'as fait croire que j'étais un fardeau pour toi, que ma propre fille m'avait abandonné. Je me suis penché vers elle, la regardant droit dans les yeux. Tu m'as fait me sentir inutile, oublié, sans valeur. Pendant ce temps, tu utilisais mon nom et ma souffrance pour te construire une réputation de fille dévouée. Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi? Être prise? À ce moment-là, 3 hommes en costume se sont approchés de notre table. Sarah Harrison a demandé l'un d'eux en montrant une pièce d'identité. Agent Morrison, FBI. Vous êtes en état d'arrestation. Sarah me regardait avec un désespoir absolu pendant qu'il lui lisait ses droits. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis ta fille. Je me levai lentement et pris mon dossier. Une vraie fille ne transforme pas son père en outil de profit, Sarah. Une vraie fille ne ment pas sur le fait de prendre soin de son père alors qu'elle le vole. Alors qu'il l'emmenait menotter, elle criait « Papa, s'il te plaît. Ne les laisse pas m'emmener. Je vais changer. » Mais je marchais déjà vers la sortie. 20 minutes plus tard, je me tenais à l'entrée de la propriété qui allait enfin être transférée à mon nom une fois les procédures judiciaires terminées. Robert ouvrit la porte, surpris de me revoir. « Charles, quel plaisir de vous revoir. »« Robert, dis-je calmement, j'ai quelque chose à vous dire au sujet de Sarah. 6 mois après avoir vu ma fille emmenée menottée du restaurant du lac Morrison, j'ai reçu un appel qui allait bouleverser ma vie une fois de plus. Monsieur Charles, ici le procureur fédéral James Patterson. J'ai de bonnes nouvelles concernant l'affaire Harrison contre les États-Unis.
Sarah avait plaidé coupable à toutes les accusations afin d'éviter un procès public qui aurait détruit toute chance de reconstruire sa vie. Fraude bancaire, falsification de documents, évasion fiscale fédérale. Chaque crime était passible de sanctions sévères. Elle a été condamnée à 24 mois de prison fédérale, 5 ans de liberté conditionnelle et des travaux d'intérêt général obligatoires. Plus important encore pour vous, le tribunal a approuvé le remboursement intégral. Le remboursement intégral comprenait non seulement les 60 000 $ initialement détournés, mais aussi les intérêts composés, les dommages-intérêts punitifs, les honoraires d'avocat et le transfert complet de la propriété du lac à mon nom. Le montant total s'élevait à 143 000 $. Il y a autre chose, monsieur Charles, a poursuivi le procureur. L'enquête a révélé que votre fille menait une escroquerie similaire avec d'autres membres âgés de votre famille. Nous avons identifié au moins 4 autres victimes. Votre courage à dénoncer ces faits a sauvé de nombreuses personnes de plusieurs années d'abus financiers. Découvrir que Sarah avait systématiquement exploité d'autres personnes âgées vulnérables était à la fois choquant et valorisant. Ma décision de demander justice n'avait pas seulement pour but de récupérer mon argent, mais aussi d'empêcher Sarah de continuer à s'en prendre à des personnes comme moi. La semaine suivante, Robert et Janet sont venus me voir lorsqu'ils ont appris le changement officiel de propriétaire de la maison au bord du lac. « Charles, nous savons que cela doit vous paraître extrêmement étrange », a déclaré Janet, visiblement nerveuse. Nous tenons à vous dire que nous n'avons jamais soupçonné quoi que ce soit d'illégal. Sarah a toujours semblé si sincèrement soucieuse de votre bien-être. Vous n'avez absolument rien fait de mal, ai-je répondu calmement. En fait, j'aimerais vous proposer quelque chose qui pourrait profiter à tout le monde. Je leur ai proposé un nouveau contrat de location à long terme à 1 500 $ par mois, soit exactement la moitié de ce qu'ils payaient à Sarah. En échange, ils seraient responsables de l'entretien de base de la propriété et s'occuperaient des jardins qu'ils aimaient déjà. Pourquoi feriez-vous quelque chose d'aussi généreux ? Demanda Robert, sincèrement surpris. Parce que Sarah utilisait ma situation pour justifier des profits excessifs et manipuler des gens honnêtes comme vous. Je préfère avoir des locataires heureux qui traitent la propriété comme si c'était leur propre maison. 3 mois plus tard, j'ai pris une décision qui a surpris même Rebecca. J'ai officiellement déménagé au lac Morrison. Pas dans la maison principale que Robert et Janet louaient, mais dans une confortable maison d'hôtes que j'ai fait construire sur le même terrain, avec vue directe sur le lac. Robert et Janet sont restés dans la maison principale, et nous avons développé une amitié sincère basée sur le respect mutuel et des histoires communes sur le jardinage et la pêche. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais des voisins qui étaient devenus ma famille de cœur. Mais le changement le plus significatif s'est produit en moi. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais sans cette anxiété constante liée à l'argent qui avait dominé chacune de mes décisions depuis la mort de Linda. Je pouvais acheter mes médicaments pour la tension artérielle sans calculer l'impact sur le budget du reste du mois. Je pouvais manger des repas complets et nutritifs sans rationner chaque ingrédient ou sauter des repas pour économiser. Plus importante encore que cette nouvelle sécurité financière était la récupération de ma dignité personnelle et de mon estime de moi. Pendant 2 longues années, j'avais porté le poids émotionnel dévastateur de croire que j'étais un fardeau indésirable pour ma fille unique, un père raté qui n'avait pas réussi à subvenir correctement à ses besoins pendant sa vieillesse. Découvrir que Sarah me volait systématiquement tout en utilisant ma prétendue faiblesse comme outil de manipulation sociale avait été dévastateur au début. Mais cela avait aussi été profondément libérateur. J'ai enfin compris que le problème n'avait jamais été mon incompétence en tant que père ou mon incapacité à prospérer financièrement après ma retraite. Le problème était d'avoir fait aveuglément confiance à quelqu'un qui avait appris à transformer l'amour inconditionnel d'une famille en avantage personnel calculé. Rebecca est venue me rendre visite à l'automne, apportant une bouteille de vin et m'annonçant qu'elle avait trouvé un nouveau poste de directrice financière dans une organisation à but non lucratif qui lutte contre la fraude envers les personnes âgées. Ton histoire m'a inspiré à changer complètement de carrière, m'a-t-elle dit alors que nous marchions au bord du lac tranquille. Je ne pouvais plus travailler dans des environnements où je savais que ce genre d'exploitation existait. Comment te sens-tu par rapport à tout ça maintenant ? M'a-t-elle demandé en montrant du doigt la propriété qui m'appartenait enfin légitimement. Réconcilié, ai-je répondu après avoir soigneusement réfléchi aux mots. Pas heureux de la destruction de Sarah, mais complètement réconcilié avec la vérité. Peux-tu lui pardonner ? C'était une question qui m'avait tourmenté pendant des mois de thérapie et des nuits d'insomnie. Le pardon est un mot extrêmement complexe, ai-je finalement répondu. Je ne ressens pas de colère active envers Sarah, mais une profonde tristesse pour ce qu'elle a choisi de devenir. Cependant, pardonner ne signifie pas ignorer les conséquences juridiques ou prétendre qu'aucun préjudice réel n'a été causé à plusieurs personnes. Sarah m'avait écrit depuis la prison fédérale au cours du 3e mois de sa peine. La lettre était longue, pleine d'excuses élaborées et de promesses dramatiques de changement complet.
Elle expliquait en détail ses pressions financières imaginaires, la nécessité sociale de sauver les apparences, comment tout avait progressivement dérapé sans qu'elle le veuille. Je lui ai répondu par une seule page soigneusement rédigée. Sarah, j'accepte vos excuses comme un premier pas nécessaire, mais de belles paroles ne peuvent effacer 2 années de mensonges systématiques et de multiples crimes fédéraux. Lorsque vous sortirez de prison, vous aurez l'occasion de démontrer un changement sincère par des actions cohérentes et honnêtes pendant de nombreuses années. D'ici là, je me concentrerai sur la reconstruction de la confiance en moi-même et en ceux qui ont prouvé qu'ils méritaient cette confiance par leur comportement intègre. L'hiver suivant, Marcus a désespérément tenté de me retrouver. Il avait définitivement perdu son droit d'exercer le droit en raison de son implication directe dans les manœuvres frauduleuses de Sarah et faisait face à ses propres accusations criminelles. « Charles, s'il te plaît, pourrais-tu me prêter quelques milliers de dollars jusqu'à ce que je me remette sur pied ?» m'a-t-il supplié au téléphone. J'ai toujours été respectueux envers toi pendant notre mariage. Marcus, répondis-je poliment mais fermement, le vrai respect aurait été de m'alerter immédiatement des crimes graves que tu savais que Sarah commettait à mon encontre. Je te souhaite sincèrement bonne chance pour trouver un moyen honnête de subvenir à tes besoins à l'avenir. Aujourd'hui, exactement 2 ans après ce Thanksgiving qui a tout changé, je me réveille chaque matin avec une vue imprenable sur le lac qui m'appartient enfin légitimement. Je ne manque pas de remarquer la profonde ironie de la situation. Sarah a tenté d'utiliser mon image de père abandonné et dans le besoin pour se forger une réputation de fille exceptionnellement dévouée, mais ces mensonges élaborés m'ont finalement permis d'obtenir exactement la vie confortable qu'elle prétendait m'offrir. J'ai une réelle sécurité financière, une très belle maison, des amis sincères en Robert et Janet, et la tranquillité intérieure qui vient du fait de connaître ma propre valeur indépendamment de la validation ou de l'approbation des autres. Plus important encore, j'ai appris une leçon fondamentale. La véritable force ne réside pas dans l'acceptation passive du traitement que nous inflige notre famille, mais dans le courage moral d'affronter la douloureuse vérité lorsqu'elle se révèle enfin, quelles qu'en soient les conséquences sociales. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles concrètes de Sarah, elle avait trouvé un emploi de bureau dans une petite entreprise de comptabilité après sa sortie de prison fédérale. Salaire minimum, vie extrêmement simple, remboursement mensuel pendant les 8 prochaines années. Je ne ressens aucune satisfaction vindicative face à sa situation actuelle. J'éprouve plutôt un espoir prudent qu'elle soit enfin contrainte d'apprendre la valeur fondamentale du travail honnête et de l'humilité sincère. Et moi? La semaine dernière, j'ai reçu un appel inattendu du département des services sociaux du comté me demandant si je voudrais donner régulièrement des conférences à des groupes de personnes âgées sur la manière de reconnaître et de prévenir les escroqueries familiales sophistiquées. Votre histoire pourrait protéger et sauver de nombreuses personnes vulnérables, Monsieur Charles. Vous avez une perspective unique sur les signes avant-coureurs que la plupart des professionnels ne développent jamais. J'ai immédiatement accepté cette opportunité. Au cours des 6 derniers mois, j'ai pris la parole devant plus de 200 personnes dans des centres communautaires, des bibliothèques et des groupes de soutien. Chaque présentation renforce quelque chose que j'ai appris à travers cette terrible expérience. Nous sommes plus forts que nous ne le pensons, plus résilients que nous ne le croyons et plus capables de nous relever que nous ne l'aurions jamais imaginé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage de découverte, de trahison et de rétablissement final, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires de personnes qui ont transformé une trahison dévastatrice en triomphe personnel. Chaque histoire que nous partageons est un rappel puissant qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité et réécrire complètement la fin de son propre récit. Car, en fin de compte, Sarah n'a pas seulement échoué à me détruire, elle m'a involontairement donné l'occasion unique de découvrir une version plus forte, plus sage et plus déterminée de moi-même. Et cette version transformée ne permettra plus jamais que l'amour soit naïvement confondu avec la manipulation, ou que la confiance familiale soit silencieusement convertie en vulnérabilité exploitée. Parfois, les trahisons les plus douloureuses s'avèrent être les cadeaux les plus précieux, soigneusement dissimulés par le temps et la perspective. Ma fille a essayé de me voler bien plus que de l'argent. Elle a essayé de me voler mon estime de moi, ma confiance, ma dignité et mon avenir. Mais au final, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est de me montrer à quel point j'ai toujours été forte.